Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous. Nous sommes très ravis de recevoir ce mercredi, ce dernier mercredi du mois d'octobre, l'administrateur général de Gaïndé 2000, Ibrahim Noureddine Diagne. Je l'ai tellement fréquenté ces dernières semaines ou ces derniers temps que je n'ai pas eu besoin de texte, par exemple, pour naturellement la présentation de ce numéro spécial des après-midi de la tech, parce que vous le savez de plus en plus, à côté des panels au vrai sens du terme, nous recevons plusieurs acteurs. Il nous arrive d'en recevoir individuellement pour débriefer ensemble avec l'écosystème sur le parcours, sur des thématiques qui regardent bien évidemment l'écosystème sénégalais, autrement dit au Sénégal et à l'étranger, parce qu'on sait très bien le monde est un village planétaire. Les problématiques que nous débattons à Dakar sont également des problématiques dont on parle ailleurs. Ibrahim Nour Edine Diagne, très rapidement, est quelqu'un qui s'implique dans la promotion du digital du Sénégal depuis déjà plusieurs années. Moi, j'ai le plaisir, tout de suite, hein, je vous l'affirme, en tant que jeune journaliste, d'avoir fait sa connaissance. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer au passage Sidi Maktar Aydara, le CEO de Kubu Consulting, à qui l'on doit les Security Days à Dakar et qui me l'a présenté il y a quelques années. Ibrahim Noureddine Diagne, en plus d'être administrateur général de Gaïndé 2000, est président de l'African Performance Institute. On le sait, c'est une initiative aujourd'hui qui promeut le digital à l'échelle africaine, dont moi j'ai l'immense honneur d'animer. C'est mardi du numérique, c'est donc les mardis, peut-être il nous en donnera des nouvelles depuis qu'on n'en fait plus, depuis que le coronavirus est là chez nous. Ibrahim Noureddine Diagne également membre du CNN, le Conseil national du numérique du Sénégal, en plus d'être un acteur très très remarqué et remarquable sur la scène internationale pour tout ce qui est dématérialisation, mais également commerce électronique. Ibrahim Noureddine Diagne, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Ousmane, bonsoir à tous vos invités. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être votre invité aujourd'hui. En tout cas, merci. Je me sens encore une fois gâté. Un premier mot, ce ne sera pas de vous demander votre parcours parce que, machallah, il est long, mais pourquoi le choix de l'économie? Parce que sur le texte introductif hein, qui faisait office de lien d'inscription en même temps, j'ai un peu brossé votre parcours. Vous êtes beaucoup intéressé à l'économie. Pourquoi le choix de l'économie, ces chiffres que l'on n'aime pas toujours? Merci Ousmane de cette introduction. Vous savez, l'économie, c'est au cœur de l'activité de l'entreprise. De formation, j'ai fait un bac B. Pour ceux qui sont anciens, c'est le bac économique. Oui. Et j'ai commencé l'université avec la faculté d'économie également. Alors, je me définis comme étant un économiste parce que manager, ce n'est pas une profession et que toutes les sciences de gestion sont plus ou moins rattachées à l'économie. Et au-delà de ça, j'ai une particulière curiosité pour les questions économiques de façon liée à un peu les relations internationales, avec tout ce qui touche au commerce international, etc. Donc, je pense que l'économie est au cœur de, en fait, toutes les dynamiques aujourd'hui, qu'elles soient sociales, politiques, tout repose autour de l'économie. C'est une conception que j'ai de cette fonction. Oui, la question que je m'apprête à poser, l'autre question, c'est, mais bien sûr, c'est pour vous souligner toute notre admiration. Comment vous arrivez à avoir toutes ces casquettes sur une même tête, administrateur général de Gaïndé 2000, membre du Conseil national du numérique, président de l'African Performance Institute, et j'en passe bien sûr parce que vous avez également des responsabilités pour tout ce qui est commerce international, e-commerce. Vous arrivez à gérer tout comment ou bien parce que vous l'avez réglé en choisissant la gestion comme parcours? Alors, vous savez, au début, il y a d'abord l'occupation professionnelle. Donc, c'est la fonction que j'exerce en tant Oui. qu'administrateur général de Gaïndé 2000. Mhm. Et au-delà de cette occupation professionnelle, il y a toutes les implications aujourd'hui qu'on peut avoir. Mhm. Vous en savez quelque chose, vous-même en tant que journaliste, vous appartenez parfois à d'autres réseaux Oui. qui permettent de mieux porter et de mieux valoriser les sujets sur lesquels vous êtes intéressé. Mhm. Donc moi, je m'intéresse particulièrement à l'éducation et à la jeunesse. Mhm. Et donc le digital, bien sûr, c'est mon milieu naturel. Et donc je suis toujours honoré lorsque
on me copte dans ces instances qui touchent à l'enseignement, à l'éducation, au digital et à la jeunesse. Et l'African Performance Institute a été fondé avec des acteurs avec qui nous avons les mêmes convergences sur le rôle et la place du digital, ainsi que de la formation dans le développement du continent africain. Donc, c'est vrai que lorsqu'on est passionné d'autre chose que de son occupation professionnelle, on se retrouve impliqué dans pas mal d'initiatives. Bon, parfois, on a une implication très légère, parfois, on a une implication plus forte. Mais le tout, c'est pour moi, pour tout être humain, de pouvoir contribuer au-delà des limites des exigences professionnelles simples. Je pense que nous avons tous un rôle au-delà de nos exigences professionnelles pour faire grandir des sujets et pour faire en sorte que cela puisse avoir de l'impact. L'impact est le mot clé, je pense, dans toute dynamique. Oui, et nous avons un public particulièrement jeune. Hein. Je vous aperçois même régulièrement dans des rencontres qui impliquent des jeunes où vous venez faire un partage d'expérience. Replongez-nous un peu, s'il vous plaît, Ibrahim Ndiaye, dans ces premières années où vous revenez fraîchement de vos études. Internet, bien sûr, avant, ce n'était pas comme aujourd'hui, mais ces premières années où vous revenez à Dakar, c'était comment déjà l'époque, le climat à l'époque? Alors moi, c'est pour vous fixer un repère précis, c'est en 1995 que j'ai démarré ma vie professionnelle, donc de retour à Dakar, comme vous l'avez indiqué. J'étais au CI, hein? J'étais au CI en 95. Vous voyez. Donc, on s'est retrouvés par le digital, oui, même par la si grâce les contextes n'étaient pas les mêmes. Tout à fait. Alors moi, pour tous ceux qui ont commencé leur vie professionnelle dans le milieu des années 90, ça a été une rupture parce que nous, on a commencé à l'ère du mobile et à l'ère de l'Internet qui venait de naître. Donc, l'Internet, je pense que c'est né au Sénégal en 1996. Du moins, ça a été commercialisé à cette époque. Et la téléphonie mobile, je pense que c'est à peu près la même période. Avant ça, il y avait les BIP Access. Alors donc, en ce temps-là, j'ai eu la chance de tomber justement dans un projet qui est le projet de la Fondation TradePoint qui était dans le digital. Donc, imaginez-vous qu'à travers le ministère du Commerce de l'époque, il y a un projet pour faire du commerce électronique en 95, un an avant l'avènement d'Internet, simplement parce qu'il y avait une projection et une vision sur ce que le digital pourrait apporter. Donc, j'ai été quelque part un peu gâté, puisque je suis tombé sur un projet digital au moment où je terminais mes études et que donc j'ai eu la chance de voir la naissance et l'évolution assez laborieuse du digital en Afrique. Donc, c'était vraiment une rupture. Nos aînés ne connaissaient pas du tout ces questions et ne pensaient pas que ces questions apporteraient les bouleversements qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, nous étions un peu dans un univers où il y avait des personnes qui ne comprenaient pas et qui ne comprenaient pas forcément parce que c'était pas quelque chose de vécu et il fallait se battre pour cela. Et c'est ma première patronne, donc Aminata Sall, qui était à l'époque directeur du commerce extérieur, qui portait le projet et qui m'a pris comme stagiaire sans contrat. Ça, c'est important de le dire pour les jeunes. Et sans rémunération, donc pendant un an et demi, de 95 à mi-96, j'ai travaillé sans contrat. Ça veut dire que je n'avais même pas un contrat de stage puisque l'administration n'avait pas ce dispositif et je n'avais pas de rémunération. Mais j'étais armé de la conviction que le digital était l'avenir de ma génération et qu'il fallait donc que je m'implique. Oui, et parlez-nous un peu de vos expériences entrepreneuriales comme nous autres, comme d'autres qui nous suivent. J'imagine, pardon, que vous en avez eu. C'était comment le Ibrahim Ndiaye qui revenait fraîchement des études à l'étranger et qui voulait s'insérer coûte que coûte? Oui, c'est vrai que mon parcours est assez atypique parce que je n'étais pas destiné à faire du bénévolat dans la fonction publique puisque c'est comme ça que je me définissais à l'époque. J'étais destiné plutôt à entreprendre. Vous savez, à 25 ans, lorsqu'on sort des universités, on a toujours cette idée de dire que nous sommes armés avec de nouvelles idées qui peuvent avoir de la valeur dans l'entrepreneuriat. Bon, je n'ai pas eu le temps de développer ces projets d'entrepreneuriat parce que j'étais rentré avec dans mes valises une dizaine de projets et ça touchait bizarrement à l'éducation parce que je pensais que l'état actuellement on parlait pas d'internet, on parlait des autoroutes de l'information à cette époque.
que l'état de la situation pouvait apporter quelque chose sur ces questions. Mais j'ai été arraché par cette dame, Aminata Sall, qui m'a intégré dans le projet et donc je n'ai pas donné cours à ces projets d'entrepreneuriat. Mais j'ai fait de l'entrepreneuriat, bien entendu, et comme je dis, c'est, disons, 2 succès pour 8 échecs, c'est ça, la réalité de l'entrepreneuriat, surtout lorsqu'on démarre et qu'on est trop innovant par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Donc, c'est normal. L'entrepreneuriat, le premier succès dans l'entrepreneuriat, c'est l'échec, parce que c'est cet échec-là qui va enrichir et qui donnera justement de la portée pour pouvoir rebondir plus fortement. Est-ce qu'il vous arrivait de stresser, de perdre le sommeil, de vous inquiéter, d'être anxieux parfois? Ben, c'est toujours le cas. Moi, je pense que je fais partie de ceux qui sont vraiment, qui mettent le travail au cœur de leur vie. Ça n'a pas que des avantages, bien sûr, mais voilà, je suis de ce moule parce que j'ai été fabriqué professionnellement par une dame qui est de ce moule en quelque sorte. Donc, le travail a toujours été quelque chose au cœur et je n'ai jamais eu la chance professionnelle d'être dans une entreprise qui est déjà aboutie, donc de venir rejoindre quelque chose qui est déjà abouti et de simplement jouer ma partition. J'ai toujours eu le défi de construire quelque chose qui n'existe pas. Et donc, ça renforce le stress dont vous parlez et l'absence de sommeil également, parce qu'on est tributaire de son environnement, de l'acceptation et de cette dynamique externe qu'on ne contrôle pas toujours. Le syndrome de la page blanche, comme dirait un ami journaliste, quand on doit construire un journal et qu'on part absolument de rien, avec une feuille tout à fait blanche, on ne retrouve même pas la lettre A ou Z. Ibrahim Nour Edine Diagne est notre invité aujourd'hui dans le cadre des après-midi de la tech et nous l'en remercions pour un partage d'expérience avec la jeunesse, pour revenir sur son parcours, mais également pour nous parler de tant de problématiques qui s'imposent et qui imposent aujourd'hui leur pertinence dans notre actualité. Le commerce électronique, on en parle beaucoup dans cette période de pandémie de Covid-19. On y reviendra parce que c'est évidemment important avec une initiative prise par le ministère du Commerce, mais également nous parlerons de e-administration, comme on dit, d'administration en ligne et du cœur des métiers de Gaïndé 2000, la dématérialisation. Avant d'y venir, Ibrahim Diagne, côté Gaïndé 2000, le projet est né comment et comment vous l'avez conduit jusqu'ici? Parce que Gaïndé, qui était peut-être un petit Gaïndé au départ, est devenu un gros Gaïndé aujourd'hui. Je me rappelle, pour vous écrire un peu l'invitation, pour vous l'envoyer, j'ai dû mettre Gaïndé en toutes lettres, tout en maj, comme on dit, en majuscule. Tout à fait. Alors, Gaïndé, c'est une histoire intéressante et c'est deux histoires qui sont parfois confondues. La première histoire, c'est celle du système informatique des douanes, donc qui s'appelle Gaïndé et qui est né au milieu des années 80. Le projet est né au milieu des années 80 et a été mis en ligne en 90. C'était un exploit parce que c'était d'abord un projet fondé par des Sénégalais, conçu par des Sénégalais, mais aussi avec l'environnement technologique de l'époque, c'était la première plateforme interactive avec le public. Ça veut dire que c'était la première plateforme où un transitaire pouvait se connecter pour faire une demande, donc quelque part la dématérialisation, vers une administration et que cette demande soit traitée. Nous étions dans des... Je dis nous étions, en fait, je n'étais pas de cette aventure. J'étais à ce moment-là, moi aussi, au collège quand les aînés construisaient cette plateforme. Et elle a permis au Sénégal d'être l'un des rares pays africains à avoir bâti son propre système informatique des douanes. Alors, pourquoi le nom Gaïndé est revenu après? Parce que je vous ai dit que j'ai commencé ma carrière à la Fondation TradePoint, qui avait initié le projet de guichet unique qui s'appelle Orbus. Et donc, en 2001, pratiquement, le ministère du Commerce et le ministère du Budget de l'époque ont signé une convention pour transférer le projet de guichet unique de TradePoint vers le ministère des Finances à travers l'administration des douanes, qui a jugé utile de mettre en place donc le GIE Gaïndé 2000 pour pouvoir porter ce guichet unique et le rendre opérationnel. Donc, c'est comme ça que le Gaïndé 2000 est né, qu'il ne faut pas confondre donc avec le Gaïndé de la douane, puisque le Gaïndé 2000, donc, c'est un GIE qui a été mis en place avec la douane pour pouvoir permettre
développer le guichet unique. Alors, justement, la page blanche dont vous parlez, Oui. c'est ce qui est arrivé donc en 2002, en juin 2002, lorsque le GIE a été créé et que les autorités de la douane m'ont fait l'honneur de me confier la responsabilité. C'était un départ. Donc, il n'y avait pas encore de système abouti, il n'y avait pas encore de communauté d'utilisateurs, il n'y avait pas encore de consensus. Et ça a été donc un très grand défi. D'ailleurs, je peux dire que c'est le plus grand défi professionnel auquel j'ai été. Ça a été à partir d'une idée de pouvoir construire aujourd'hui ce qui est ce guichet unique Orbus qui permet de faire toutes les transactions de prédédouanement au Sénégal et qui est également le cinquième guichet unique, il faut le dire, qui a été mis en place à travers le monde. Wow. Facilitation du commerce et qui est reconnu en tant que tel à travers le monde. Donc, ça a été un défi collectif, bien sûr, hein, parce qu'il y a une entreprise solidaire avec l'appui de toutes les parties prenantes et quelques leaders qui se sont impliqués, qui sont dans l'écosystème, soit dans les banques, soit dans les administrations publiques, qui ont cru et qui ont apporté également leur énergie à cette construction. Donc, quelques noms, si c'est possible, on peut avoir quelques noms, si ça peut se dire. Vous savez, j'ai croisé il y a une semaine dans une réunion avec le ministère du Commerce, M. Souleymane Soumaré, qui est actuellement le directeur général de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers. Voilà une personne qui a joué un rôle capital dans l'acceptation des banques d'être dans une plateforme et de pouvoir échanger de façon totalement dématérialisée. Il y a un certain M. Ngorsar de la direction de la monnaie et du crédit qui ont également eu à jouer ce rôle. Au niveau de la douane, vous avez tous les anciens colonels qui ont aujourd'hui pris leur retraite et qui étaient au cœur de l'activité douanière, qui ont apporté également leur soutien. Donc, ça a été vraiment, voilà, quelques personnes qui y croyaient, qui n'étaient peut-être pas forcément dans la compréhension intégrale de ce qu'était cette technologie, mais ils avaient de la vision et de la hauteur pour se dire que c'est ça qu'il faut faire et c'est dans ce sens qu'il faut avancer. Et c'est toujours important lorsque vous tentez d'introduire un changement, d'avoir ce genre de personnes autour de vous qui font que vos convictions sont encore plus fermes. Oui, aujourd'hui maintenant, quels sont les défis? Vous dites que nous voulons mettre en place un guichet unique, c'est fait. On en parle au Sénégal, on en parle à l'étranger, le cinquième, vous l'avez dit, à l'échelle internationale. Mais après, naturellement, on ne dort pas sur ses lauriers. Mais on se dit quoi quand on est Ibrahima Nour et Diagne? Alors, c'est une très bonne question que vous posez. Mes collaborateurs ont l'habitude de me dire que je ne sais pas écrire la fin d'une histoire et qu'à chaque défi qui est relevé succède un autre défi. C'est vrai que la dématérialisation en tant que telle n'était pas notre cœur de métier. Elle est devenue parce qu'on a été obligé d'innover pour que notre environnement soit possible. Vous savez qu'on n'avait pas de loi qui permettait l'acceptation des documents électroniques au moment où nous construisions le guichet unique. C'était en 2002. La loi a été votée en 2008. La signature électronique, c'était une fiction que personne ne maîtrisait. Les moyens de paiement électronique également. Donc, nous avons été obligés. C'est comme si vous êtes un fabricant de voitures et qu'en même temps, on vous oblige à construire l'autoroute sur lesquelles le véhicule doit rouler. Et donc, finalement, vous vous dites qu'en tant que fabricant de voitures, vous êtes obligé de faire une autoroute et quelque part, cette autoroute ne doit pas servir qu'à votre véhicule. Et donc, c'est comme ça que nous avons raisonné pour aujourd'hui servir d'autres secteurs de l'activité économique nationale et même internationale dans d'autres pays en faisant de la dématérialisation et de la fonction de guichet unique notre cœur de métier. Et nous avons donc entrepris beaucoup d'autres chantiers au-delà de celui-ci. Et nous continuons aujourd'hui à penser que nous sommes un acteur de la construction de la dématérialisation à l'échelle nationale, mais également à l'échelle continentale. Nous reviendrons, Ibrahima Nour et Diagne, sur ce guichet unique. Nous faisons d'ailleurs un clin d'œil au colonel Alioune Dione, qui était jusqu'à récemment le directeur des systèmes d'information des douanes sénégalaises. Vous connaissez très bien. Mais d'abord, je précise au public qu'il peut naturellement intervenir en levant la main, comme également en écrivant, en prenant la parole, comme par les clients. C'est ouvert, ce n'est pas les après-midi de la tech de Ousmane Gueye, mais c'est pour l'écosystème. Moi, je suis juste le dérangeur, celui qui pose les questions peut-être inattendues. Mais rapidement, Ibrahima Nour Diagne, avant de parler du guichet unique,
Parlons de la signature électronique, parce qu'effectivement, là aussi, on peut avoir une confusion. On peut penser que la signature électronique, c'est ce qui nous permet, par exemple, un document PDF maintenant. Or, il y a toute une, disons, il y a toute une base derrière qu'on ne voit pas et qui justifie cette signature électronique. Expliquez-nous. Tout à fait. La signature électronique, beaucoup de gens peuvent la confondre avec la photographie de la Oui, voilà. signature manuscrite Mhm. qu'on appose sur un document. Ça, ce n'est pas de la signature électronique, mais c'est peut-être un élément de confort qui Mhm. permet à certaines personnes de pouvoir se dire que ce document est authentique. Mais le principe de la signature électronique, c'est un certificat donc qui garantit l'identité de l'auteur. Parce que ce qui est important dans une signature, Mhm. c'est de garantir l'identité de l'auteur de la signature. Et ça, à travers le certificat, cette authenticité est garantie. Tout dépend de la manière dont le certificat, maintenant, il est émis. Est-ce qu'il Mhm. est émis après un processus de face à face? Je vous vois, vous venez, je confirme que c'est vous-même et je vous le remets. C'est un peu comme votre carte bancaire. Hein? Mhm. On vous envoie le code, on vous oblige à faire une démarche qui garantit que c'est vous-même qui avez reçu le code et c'est vous-même qui avez reçu la carte. Et donc, cette signature électronique, elle n'est pas visible parce qu'elle est destinée à une transaction électronique qui elle-même Mhm. n'a pas besoin de papier. Mhm. Donc, le fait d'être dans un processus interrompu, c'est-à-dire que nous sommes dans des documents qui vont être électroniques et utilisés électroniquement dans un processus, mais qui devront être imprimés à un autre moment pour être utilisés de façon manuelle, Mhm. ça crée une sorte de désordre et il faut donc organiser cela. Ça veut dire qu'un document électronique qui circule électroniquement n'a pas besoin de mention manuscrite parce que les serveurs savent le reconnaître, les systèmes savent le reconnaître. Mais dès que vous devez l'imprimer, je vous donne l'exemple d'un extrait de naissance qu'on vous Oui. aurait délivré avec une signature électronique. Mhm. Dès que vous devez l'imprimer parce que le parcours que vous devez faire avec est un parcours qui n'est pas électronique, Mhm. il vous faudra une mention qui garantit l'authenticité parce que celui qui va recevoir pour un traitement papier n'a pas les moyens avec le simple regard de confirmer l'authenticité du document. Donc, vous voyez que c'est un gros défi. Nous nous sommes Mhm. engagés dessus et nous avons mis en place des plateformes hybrides qui permettent justement de gérer la discontinuité numérique. Hein, c'est un concept Mhm. aujourd'hui qui est important de souligner Mhm. parce que nous n'avons pas une continuité parfaite numérique, nous avons une discontinuité Tout à fait. qui entraîne forcément des procédés particuliers de reconnaissance des documents. J'allais vous demander qui est le garant, parce que quand on parle d'authenticité, il faut un garant. Mais je pose la question autrement avec un aspect beaucoup plus pratique. Moi, Ousmane Gueye, si je dois vous envoyer un document avec signature électronique derrière, c'est quoi les étapes rapidement pour que je saisisse? Parce que je vous avoue que ça fait des années que je pose la question à C'est vous, vrai. à Maïmouna de Centras, si je ne me trompe, mais je n'ai toujours pas été définitivement éclairé. Alors, j'espère que je pourrai vous apporter un éclairage définitif J'espère bien. aujourd'hui. Alors, vous savez, la manière dont nous fonctionnons au niveau de Gain de 2000, Mhm. vous êtes une entreprise, donc vous êtes une personne morale. Vous venez pour être capable de signer électroniquement. Ce que nous vous demandons, c'est de remplir un formulaire avec votre identité. Donc, si vous êtes une entreprise, ça va être le RCCM, le NINEA, etc. Mhm. Et donc, vous désignez des mandataires parce que vous êtes le DG de l'entreprise, Oui. mais ceux qui vont signer au nom de l'entreprise, c'est vous qui les désignez. Ça peut être vous, Mhm. ça peut être vous et deux ou trois, quatre personnes. C'est des mandataires, vous les désignez avec leur nom, leur numéro de pièce d'identité et tout. Là, on est dans l'authentification forte. Hein. Ça veut Mhm. dire que nous, on va confronter cela à la réalité. On va les OK. voir en face à face. Mhm. Et lorsqu'on les verra en face à face, on va émettre un certificat digital qui correspond à leur identité et on va leur donner un mot de passe, un PIN qui permet donc de pouvoir activer cette identité à chaque fois qu'ils le souhaiteront. Mhm. Là, on est dans le niveau authentification forte. Mhm. Donc, il y a un face-à-face qui garantit que l'identité correspond bien à la personne. Et une fois que vous avez ce certificat, on peut vous le remettre sur un token, donc une clé USB simplement. À chaque fois que vous devez signer un document, Mhm. vous entrez la clé dans votre ordinateur et la clé vous demande votre mot de passe. Vous faites votre mot de passe et la signature électronique, elle est appliquée sur le document. OK. Donc, si c'est du PDF, c'est natif, donc c'est appliqué et c'est visible lorsque quelqu'un d'autre ou un système tiers reçoit le document. Il voit bien que ça a été fait par vous. Il confirme le jour et l'heure, donc il y a l'horodatage également parce que ça joue deux rôles, l'authentification de c'est qui et la confirmation du quand. Et c'est important ces deux fonctions pour garantir une transaction.
Oui, et si c'est moi qui suis le destinataire de cette signature, euh, est-ce que ça veut dire au préalable que je dois avoir des outils pour authentifier ou ça se passe comment? Alors, aujourd'hui, si vous êtes le destinataire de la signature, Oui. si c'est un document qui a été signé PDF, Mhm. vous avez sur PDF les outils qui vous permettent d'ouvrir l'onglet signature et de voir Oui. qui l'a signé et de savoir à quel moment ça a été signé. Mhm. Euh, et donc, du coup, cela suffit pour obtenir votre confiance par rapport à ce document. Mhm. Vous savez, c'est d'abord une question de confiance. Oui. Parce que quand vous voyez un document signé de la main, aujourd'hui, je disais ça souvent dans mes conférences, Mhm. si vous recevez pendant qu'on est en train de discuter un courrier qui vous est adressé et on dit Monsieur le Président de la République, Oui. il vous écrit et on dit Monsieur Ousmane Gueye donc, est convoqué d'urgence au palais. Mhm. Est-ce que vous allez y aller ou pas? Et vous voyez la signature du président qui ressemble à cela. Mhm. Vous pouvez vous dire que c'est simplement un faux message. Un canular, oui. Dire que, voilà, ou tout comme vous pouvez vous dire que c'est un vrai message. Donc, qu'est-ce qui Mhm. va fonder votre confiance? Mhm. C'est est-ce que le contexte est cohérent? Mhm. Si aujourd'hui, en effet, vous étiez en attente d'un courrier qui vient de la présidence, vous allez Mhm. bien sûr comprendre qu'il faut y aller. Oui. Si vous n'êtes pas lié à la présidence d'une manière ou d'une autre et que vous dites vraiment, ce serait assez bizarre qu'on me convoque d'urgence alors que je suis membre d'aucun organe, Mhm. à ce moment-là, vous considérez que c'est un canular. Mhm. Donc, vous voyez que le contexte fait que la personne Oui. accorde sa confiance ou pas. Ce Mhm. n'est pas forcément l'outil. Mhm. Et l'outil, il est là, techniquement, pour garantir l'authenticité de l'origine et la confirmation du temps où cela a été émis. Maintenant, la chaîne de confiance, c'est beaucoup d'autres éléments subjectifs qui sont greffés dessus et qui font que les gens peuvent croire ou ne pas croire par rapport à ce qu'ils reçoivent. Vous me demandiez si j'allais comprendre définitivement. Je vous authentifie que j'en suis à 90%. Maintenant, les 10% vont porter sur la question que je pose tout à l'heure et après, on verra. C'est une question décisive en tous les cas. Pourquoi est-ce qu'au Sénégal, ce soit Gaïndé 2000 qui en fait ou l'ADE? Est-ce que chaque structure peut se lever un beau jour et dire que moi, je fais de la signature électronique? D'abord, il faut considérer que la signature électronique n'est pas une activité rentable au Sénégal pour l'instant, Mhm. parce qu'il y a très peu de dématérialisation effective. Il y a surtout de la discontinuité numérique, comme j'ai pu Mhm. vous le dire. Oui. Et le marché lui-même, il est très étriqué. Donc, nous avons été obligés de le faire parce que nous avons une communauté quand même qui fonctionne avec les acteurs du commerce extérieur. Et il était impératif pour nous d'investir et d'avoir une signature électronique qui répond aux caractéristiques légales. Donc, la Mhm. loi avait imposé à ce que les certificats soient produits au niveau du Sénégal Mhm. et un certain nombre d'exigences que nous avons été obligés de remplir. Alors, nous sommes dans ce métier par obligation parce que Mhm. nous ne pouvons pas faire de la dématérialisation sans faire de la signature. Mhm. Mais la signature que nous offrons à notre communauté, elle est valable également pour tous les acteurs nationaux, que ce soit des notaires, des banques, des assurances, des personnes individuelles et tout le reste. Mhm. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a d'autres acteurs également qui se sont intégrés dans ce métier. Et il y a aussi l'international, qui théoriquement n'est pas légal. Mhm. Vous avez tous les grands acteurs de signature aujourd'hui qui sont utilisés parfois par des banques, par des institutions, et qui ne répondent pas aux critères de la loi sénégalaise en matière d'obligation sur les signatures électroniques. Et Mhm. donc, on commence à avoir un mouvement des grandes multinationales qui étaient habituées à avoir leur propre outil de signature électronique qui ne répondait pas aux normes nationales, à faire maintenant le mouvement pour venir vers les solutions agréées par les autorités habilitées au Sénégal à le faire. Bravo, bravo. En tout cas, j'ai compris à 100%. Et je suis sûr que les questions que je vous pose, beaucoup de gens se les posent parce qu'effectivement, la signature électronique reste un mystère pour beaucoup de gens. La première confusion, je l'avais relevée au départ, c'est que tout le monde pense, bon, tout le monde non, vraiment pas, mais c'est que beaucoup pensent effectivement que la signature électronique, c'est simplement la signature manuelle qu'on appose sur un document électronique. Maintenant, la dématérialisation, on y vient, mais avant le guichet unique, ça permet quoi? Moi, le journaliste observateur, parfois, je me dis, le guichet unique, c'est quand on devait aller, par exemple, dans 3 pièces, 20 pièces différentes, le guichet unique va être un endroit unique où on retrouve tous les documents que l'on cherche. Ou bien c'est trop simpliste?
Alors, c'est pas simpliste du tout. Votre approche est la bonne. Nous, peut-être ce que je vais rajouter, c'est qu'on est dans un guichet unique transactionnel. Ce n'est pas un guichet unique informationnel. Dans un guichet unique informationnel, on regroupe toute l'information nécessaire en un seul lieu. Et quand vous êtes dans ce lieu, vous avez toutes les informations sur les démarches, etc. Vous n'avez pas besoin de faire 20 bureaux. Alors, nous sommes allés vers le guichet unique transactionnel. C'est que vous n'avez pas seulement l'information, vous êtes capable d'accomplir les formalités. Ça veut dire qu'on a réuni 20 formulaires en un seul formulaire. Donc, avant, il vous fallait le formulaire pour obtenir le document alpha, un autre formulaire pour obtenir le document bêta, et vous faisiez autant de formulaires qu'il fallait de documents. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés aujourd'hui, depuis 2002, avec la dématérialisation, nous sommes rentrés dans l'ère où nous permettons justement à un formulaire électronique d'aller répondre à toutes les exigences de toutes les administrations qui sont concernées par une formalité. Alors là, on a construit ça autour du commerce extérieur, donc de l'import-export. On a également construit ça au niveau de l'environnement de création d'entreprise. Et donc, le guichet unique apparaît comme étant aujourd'hui une fonction essentielle pour permettre à la fois aux entreprises et aux citoyens de pouvoir de façon rapide avoir les documents qu'il leur faut. Et en plus, ça permet une forme d'interopérabilité qui fait qu'on a des données, des documents qui ont une reconnaissance, voilà, au-delà d'une administration envers une autre administration. Donc, avec le recul de l'expérience, je pense que la construction de guichets uniques est également un élément accélérateur de la dématérialisation. Et dans nos pays, aujourd'hui, qui sont à échelle humaine, parce que nous ne sommes pas de grands pays, je pense que nous devrions vraiment construire de façon solide quelques guichets uniques fondamentaux qui permettent de régler tous les problèmes entre les administrations et les particuliers et les administrations et les entreprises. Oui, mais est-ce qu'on peut tout digitaliser? Autrement dit, il y a par exemple des procédures, la mutation d'un véhicule au service des mines, par exemple, les visites techniques. Est-ce que cela peut faire l'objet d'une démarche aussi? Oui, la dématérialisation, en fait, elle touche à tout. Et pour moi, il n'y a pas un seul espace de l'administration qui ne puisse être mis dans la dématérialisation. Et je donne toujours un exemple aussi qui peut être assez simple. À l'échelle de nos vies personnelles, nous avons accepté la dématérialisation. Nous utilisons des outils comme WhatsApp, nous utilisons des moyens de paiement électronique, nous utilisons des documents que nous envoyons les uns et les autres. Donc, quand c'est à l'échelle individuelle, on accepte la dématérialisation. Mais dès qu'on se projette dans les organisations, on commence à mettre des freins en disant est-ce que c'est juridiquement sûr, est-ce que. Donc, moi, je suis partisan du fait qu'il faut vraiment rattraper aujourd'hui le retard que nous avons sur le plan économique à travers ce genre d'innovation. Et à mon avis, il n'y a aucun élément, aucun territoire sur lequel la dématérialisation n'est pas applicable. Maintenant, il faut une politique volontariste, cohérente et coordonnée, parce que la dématérialisation, ce n'est pas que chacun fasse sa dématérialisation. C'est qu'on fasse une dématérialisation qui va être cohérente à l'échelle nationale, qui va coûter moins cher et qui va servir les destinataires. Parce que si chacun fait sa dématérialisation, vous allez avoir autant d'identités qu'il n'y a de plateformes. Et finalement, l'objectif final, plutôt que de servir l'utilisateur, ça va être de construire des forteresses autour des administrations et de mettre toujours l'usager qui va faire le tour pour avoir ce qu'il doit obtenir. Oui, il y a une question, Ibrahim Nour Diagne, de Abdou Diouf. D'ailleurs, s'il veut intervenir en direct, il peut le faire. Nous lui ouvrons notre micro pour interagir avec vous. Il nous dit, est-ce que les certificats ont une durée de vie limitée? C'est théorique, c'est une durée de vie commerciale. C'est comme votre carte bancaire. Elle expire au bout de 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas parce qu'elle n'est plus valable à ce moment-là, c'est parce que commercialement, on doit vous facturer une nouvelle carte bancaire. Donc, le certificat digital, sa durée de vie va être une notion plus commerciale qu'une notion technique parce qu'il n'a pas besoin d'expirer. Oui. Abdou Diouf, intervenez. Oui. Mais rassurez-nous d'abord, ou faites-nous plaisir d'abord. Vous n'êtes pas le président Abdou Diouf, au moins.
Je dirais non. Un peu, hein? Un peu quand même. D'accord, donc on a un président hein, dans notre panel, donc c'est excellent. Abdou Diouf, allez-y. Bonjour à tous et je vous remercie pour cette initiative et merci Merci Abdou aussi à Diouf. M. Ibrahim Ndour. C'est la première fois, j'attendais cette conférence depuis 2 jours quand même. Ah, Et parce que c'est quelque chose qui est, je pense, qui vous tient à cœur. Qui nous tient à cœur, Oui. surtout pour nous les jeunes qui sont à l'extérieur. Mhm. Et des fois qui cherchons peut-être à revenir au pays ou qui travaillent aussi dans le domaine de l'informatique et qui voient peut-être des projets à mener au Sénégal, mais ça reste toujours dans nos têtes. Et des fois, on a des peurs aussi. Et ça motive des gens comme nous. Sinon, j'avais 2 questions par rapport au certificat. Allez-y. Sur la partie signature. Du coup, déjà, est-ce que ça sera peut-être un peu technique? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une autorité sénégalaise, en fait, qui est capable d'émettre des certificats ou est-ce que c'est une autorité globale ou bien on dépend toujours d'une autorité étrangère? Le Sénégal va chercher des certificats à l'extérieur, puis ça sera une autorité intermédiaire pour pouvoir les vendre aux autres, par exemple, utilisateurs. Ça, c'était l'un. Et l'autre question, c'était sur la partie vérification de signature surtout. Est-ce qu'on a des outils pour une personne lambda qui reçoit un PDF, sachant que les PDF aujourd'hui font l'objet, que ce soit les PDF ou pièces jointes, font l'objet beaucoup de hacking en ce moment, surtout dans le monde. Est-ce qu'on a des outils aujourd'hui qui permettent à n'importe qui de vérifier, par exemple, cette signature-là, elle est émise, par exemple, par la présidence ou par tel ministre, ou bien moi, je suis capable de générer une auto-signature en copiant automatiquement la signature du ministère et le valoir sur le net. Est-ce qu'on a des outils, sachant que l'informatique aujourd'hui, ça avance beaucoup dans nos pays, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui ne comprennent pas, surtout dans ce domaine-là qui est assez technique. Merci. Merci Abdou. Vous pouvez rebondir après les réponses de Ibrahim Ndour et Diagne. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président Abdou Diouf. Donc, la première question, la réponse est oui. Nous, en tant que Gaïndé 2000, nous sommes autorité de certification. Donc, nous avons fait les investissements nécessaires en 2015 pour pouvoir émettre des certificats. Avant 2015, nous étions dépendants des certificats étrangers et donc nous étions quelque part un intermédiaire. Mais en 2015, nous avons fait l'investissement, ce qui a permis de réduire les coûts pratiquement par 4. Donc, c'est important de pouvoir le faire. Mais comme je vous l'ai indiqué tantôt, ce n'est pas une activité pour l'instant rentable au Sénégal car il n'y a pas une intensité d'utilisation. Mais je vous garantis que donc nous sommes autorité de certification reconnue par la Commission nationale de cryptologie. Et donc, c'est un métier aujourd'hui au niveau de l'activité de Gaïndé 2000. Votre deuxième question, c'est la vérification. Donc, tant qu'on est dans un système fermé, le problème de vérification ne se pose pas. Mais dès qu'on est dans un système ouvert où les documents doivent sortir, il faut être capable de vérifier une signature. Alors, nous, ce que nous avons mis en place, c'est un QR code qui est associé à la signature, lequel QR code, lorsqu'il est scanné par donc, votre téléphone mobile, vous donne l'information sur la signature. Donc, c'est un niveau externe donc, que nous avons mis en place pour permettre une vérification de quelqu'un qui ne sait pas reconnaître une signature électronique à l'œil nu, de pouvoir, à travers le QR code, scanner et immédiatement, il voit le nom du signataire, la date de signature, l'heure de signature, etc. Donc, c'est un élément que nous avons mis en place pour certaines administrations qui nous l'ont demandé et qui leur permet de pouvoir vérifier en dehors d'un contexte digital la véracité d'une signature. Abdou Diouf. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. C'est clair pour moi. Merci. Merci beaucoup. Merci au président Abdou Diouf pour être intervenu. Et comme je l'ai dit en début d'interview ou même de Wartan, simplement, ce n'est même pas une interview entre moi, Ibrahim Ndour et Diagne. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir la parole à tout le monde et échanger sur les problématiques majeures qu'on a mis au devant de la table aujourd'hui. Ibrahim, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a que les Abdou qui vont prendre la parole. Abdou Diaw qui demande la parole. Hein. Je ne devrais pas ouvrir la parole en Diawén, mais bon, je vais faire preuve de compréhension et de démocratie. Abdou Diaw. Oui, Ousmane, bonjour. Bonjour Abdou Diaw. Bonjour à M. Diagne aussi, Ibrahim.
Bonjour. Et merci pour la pertinence aussi de son intervention qui touche des points extrêmement importants. J'avais deux préoccupations, c'était lié effectivement à la politique des données personnelles et souvent c'est une préoccupation aussi. Donc pour ce qui est, est-ce que derrière il dispose effectivement d'une politique de protection donc de données personnelles vu que c'est des données effectivement qui sont utilisées aussi bien pour des données issues des entreprises mais aussi issues des particuliers. Après, la deuxième question, c'est qu'ils avaient, je pense, il y avait un partenariat avec ONECA pour le visa des États financiers. Est-ce qu'il est envisagé de l'élargir à d'autres services de l'État, que ce soit le Trésor ou bien d'autres services qui manipulent, qui sont dans les régies financières, par exemple? Merci beaucoup et bonne continuation, Ousmane. Merci Abdou. Ibrahima? Oui, tout à fait. En effet, cette signature électronique, aujourd'hui, le grand défi, c'est la continuité digitale, comme je l'ai indiqué. Et le protocole qui a été signé avec l'ONECA permet aujourd'hui aux comptables agréés de pouvoir soumettre des états financiers de façon digitale à l'administration fiscale, tel que cela a été défini par la circulaire de la Direction générale des impôts et domaines. Donc, il y a des grandes avancées aujourd'hui dans des compartiments, comme le compartiment fiscal, le compartiment douanier qui est sans doute le pionnier, le compartiment du Trésor également, où il y a aujourd'hui, avec le système qui est en train d'être mis en place par le ministère des Finances, on va vers quand même une sorte de convergence au niveau du digital. Mais ça reste un gros défi, hein, parce que vous savez, même quand on est à l'intérieur d'un même ministère, même lorsque nous sommes à l'intérieur d'une même administration, c'est toujours difficile aujourd'hui de piloter des projets digitaux, parce qu'il y a des acteurs qui ont des intérêts qui ne sont pas toujours convergents, et cela donne parfois des constructions qui sont très complexes et qui finalement rendent la vie facile à personne. Le gros défi dans le digital, c'est de construire quelque chose qui n'est utile que pour celui qui l'a construit. Il faut absolument construire des choses qui soient utiles pour ceux à qui c'est destiné, donc les utilisateurs finaux. Et sur ce registre, il y a de gros chantiers devant nous. Et je reste tout à fait optimiste par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup, Agé. Il y a quelqu'un dont le micro n'est pas fermé. Je pense que ça doit être Abdou Diouf que nous avions promu en panéliste. C'est réglé, merci. Maintenant, aujourd'hui, Ibrahima Noureddine Diagne, de quelle réalisation êtes-vous le plus fier quand on parle de dématérialisation au Sénégal? Écoutez, moi, je dis que l'application la plus inclusive en matière de dématérialisation au Sénégal, c'est Parcoursup. Parce que Parcoursup, c'est populaire. Vous savez, nous, les plateformes que nous avons mises en place, c'est pour un cercle fermé. Donc, au Sénégal, vous n'avez pas plus de 1000 utilisateurs, disons, de ce que nous avons mis en place. Donc, Parcoursup, pour moi, c'est quand même un système qui est populaire parce qu'il concerne tous les étudiants bacheliers. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, particulièrement cette année. Et qu'ils gèrent leur interaction avec le ministère pour pouvoir permettre leur orientation. Donc, je le donne en exemple en disant, voici quelque chose qui est très impactant. Ce que nous faisons est très important. Hein. La DU a mis en place de très belles plateformes, nous également, mais souvent avec un territoire limité d'utilisateurs. Mais Parcoursup est sans doute la plateforme la plus ouverte et la plus populaire. Et du coup, donc, si vous me demandez de quelle plateforme je suis le plus fier au Sénégal, je vous dirais que c'est Parcoursup. Excusez-moi. Oui. Ça s'appelle... alors, c'est pas Parcoursup. Le nom de la plateforme d'orientation, je confonds toujours avec celui de la France. Oui. Je pense que Parcoursup, c'est au Sénégal. Et que... Excusez-moi, c'est en France et qu'au Sénégal, le nom m'a échappé. Ça viendra. J'avoue que moi-même, j'étais un peu confus parce que Parcoursup, effectivement, c'est à l'étranger. Mais on n'ose jamais rectifier un grand administrateur général parce qu'on se dit que même s'il se trompe, c'est peut-être l'énoncé d'une nouvelle réalité dont on n'est pas au courant forcément. Aujourd'hui, il y a bien sûr cela, ce Parcoursup sénégalais pour lequel on va trouver le nom tout à l'heure, Inch'Allah. Mais à part cela, parlez-nous un peu des autres procédures qui ont été déterminantes aujourd'hui, notamment dans l'administration sénégalaise. Alors, vous savez, il y a des gros piliers.
les gros piliers, c'était le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, lorsque j'étais encore au collège, oui. qu'il y avait des coopérants français dans ces deux ministères. Et mon premier cours d'informatique, je devais être en 5e ou en 6e, c'est ces personnes-là qui nous les avaient donnés. On devait être en 1984-85. L'un était coopérant au ministère des Finances, l'autre au ministère de l'Intérieur. Et sans doute qu'ils participaient à la construction de ces deux systèmes de la DAF pour la carte d'identité et du système, de beaucoup de systèmes d'ailleurs au niveau du ministère des Finances, parce qu'il y a la solde, il y a pas mal d'autres systèmes en dehors de Gaïndé. Donc ça, c'est fondamental. Je pense que c'est des constructions qui ont été faites à temps, parce que la direction de la DTAI donc, a été créée depuis très longtemps au niveau du ministère des Finances, le centre Pétavin. Et il y a des personnalités qui ont marqué cette institution, comme le Maguette Diouf, qui était le premier DTAI sénégalais, si je me trompe. Non, je pense que c'est le deuxième, mais on me corrigera si je me trompe. Mais en tout cas, il a marqué la DTAI de par son empreinte et de par les travaux qu'il a entrepris à ce niveau. L'autre, c'est le ministère de l'Intérieur avec le système de la DAF. Et donc, je pense que c'est des constructions qui sont solides et qui sont structurantes par rapport à l'économie. Mais aujourd'hui, il faut aller vers quelque chose de plus ouvert parce que l'identité numérique, on en parlera peut-être, c'est fondamental pour la construction de la dématérialisation d'une société dématérialisée. Et aujourd'hui, ça ne doit plus être quelque chose de très cloisonné au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça doit être quelque chose d'ouvert et de partagé au niveau de toutes les administrations parce que tout part de l'identité. Donc, l'état civil, avec les extraits de naissance qui est décentralisé également, devrait sans doute être revu parce que c'est un facteur également qui ne permet pas d'aller vers une identité numérique à l'échelle nationale. Je pense que c'est là où il y a les plus gros défis. Il y a des constructions, mais aujourd'hui, il ne faut plus les revoir comme des choses qui doivent être faites à l'intérieur d'une administration. Il faut les voir comme des choses qui doivent être construites pour impacter tout l'écosystème. Donc, toute activité économique ou sociale a pour vocation de reposer sur une identité numérique fiable. Donc, je pense qu'il y a de gros chantiers aujourd'hui à ce niveau-là. Et sans doute que l'élan, en tout cas, que le chef de l'État démontre à chacune de ses interventions pour une société dématérialisée permettra sans doute de donner le carburant qu'il faut à ce genre de construction. C'est complexe, c'est pas facile parce que vous avez beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'enjeux et parfois même il y a des fournisseurs, notamment souvent étrangers, qui ont de l'influence. Mais leur influence, c'est pour apporter des solutions qui répondent à leur intérêt, eux, et non forcément à l'intérêt national. Donc, il faut un discernement très fort pour pouvoir naviguer dans ces enjeux-là. Oui, je rappelle d'ailleurs que l'identité digitale est un projet du Sénégal aujourd'hui. Ça a été lancé dans le cadre de l'actualisation de la stratégie Sénégal numérique 2025. C'était, si je ne me trompe, il y a un an, lancé au Terroubi à Dakar. Merci à Oumar Faye qui nous dit que le parcours sénégalais s'appelle Campusen. Merci Oumar Faye. C'est un serreur qui nous sauve, vraiment merci. Mais on retourne toujours sur la démat Ibrahima Edine Diagne avant de parler de commerce électronique, même si quand on parle de démat, on est déjà dedans. C'est lié, corrigez-moi si je me trompe. Ce qu'on voit, c'est qu'au Sénégal, on fait de grosses avancées. La démat, par exemple, la carte nationale d'identité. Mais après, on retombe un peu dans les vieilles habitudes. Autrement dit, au départ, le passeport comme pour la CNI, on vous dit c'est juste 24 heures, mais avec le temps, on replonge un peu dans les vieilles habitudes où on est obligé de prendre une semaine, voire plus. Comment vous comprenez un peu ces avancées reculent au Sénégal? Oui, vous savez, je l'ai dit tantôt, il y a toujours un discernement qu'il faut avoir. Quand vous allez voir un fabricant de passeports, il vous vend une solution pour fabriquer des passeports par rapport à sa capacité et à ses limites. Il ne vous vend pas quelque chose que vous allez articuler dans votre stratégie nationale de cohérence digitale. Et c'est pourquoi, lorsque vous allez faire une carte d'identité, on vous demandera des informations. Et quand dans le même ministère, vous allez chercher un passeport, parce que c'est toujours le ministère de l'Intérieur, on vous demandera la carte d'identité comme si celle que vous aviez fait établir n'était pas connectée à la plateforme qui fait les passeports.
Et donc, quand vous allez voter, on va vous redemander encore, etc. Et tout ça, c'est dans un seul et même ministère. Le problème, c'est un problème de cohérence, je pense. Et quand on n'a pas construit une stratégie cohérente et qu'on ne sait pas vers quelle solution il faut aller, souvent, c'est les fournisseurs de solutions qui font votre stratégie. Et votre stratégie devient totalement désarticulée. Et parfois aussi, c'est des bailleurs de fonds qui peuvent nous entraîner dans des projets, peut-être de bonne foi, mais ces projets-là vont entraîner de futures désarticulations. Et du coup, on investit beaucoup, beaucoup, beaucoup de dollars. Je pense que l'Afrique est le continent qui investit le plus de dollars en matière digitale pour le plus faible rendement. Parce que tout autre pays qui aurait autant investi en matière de dollars par rapport à la taille de son économie serait aujourd'hui un pays comme l'Estonie ou un pays comme la Corée. Mais en Afrique, nous sommes toujours tributaires de ces incohérences qui sont parfois liées au fait qu'on n'a pas un cap défini et que donc, du coup, tout ce qui vient finit par être pris. La carte d'identité, par exemple, à chaque fois, on nous dit que cette fois-ci, elle est biométrique. La première était supposée être biométrique, elle ne l'a pas été. La deuxième est supposée être biométrique. Elle l'est peut-être, mais en tout cas, elle n'est pas utilisée dans ce sens, puisque où que vous alliez, on vous redemandera photocopie carte d'identité légalisée. Si elle était biométrique, on ne doit plus vous demander photocopie de carte d'identité légalisée. Ça ne doit plus exister. Si ça existe, c'est qu'il y a un problème dans la cohérence avec les différents acteurs qui sont concernés. Donc, je pense que c'est un problème de cap. Et ce cap-là, normalement, la stratégie SN 25 devrait être quelque chose qui permettrait de le résoudre. Mais une stratégie ne suffit pas. Une stratégie doit être animée, elle doit être vivante pour pouvoir démontrer des actions. Des résultats. Exactement. Oui, je ne sais pas si vous avez suivi un panel où nous avons reçu l'ambassadeur estonien en charge de la coopération avec l'Afrique. Il y avait Gaïndé 2000 là-dedans. Un peu avant, nous avons interviewé en décembre 2018 à Dakar la présidente de la République d'Estonie. L'Estonie qui a pu régler son problème d'identité digitale parce que vous l'avez dit, tant qu'on ne règle pas l'identité numérique ou digitale, on n'aura rien réglé parce que tout part en fait de l'état civil. Est-ce que c'est compréhensible en 2020, Ibrahim Noïdine Diagne, qu'on ait gagné 2000, l'ADE et bien des structures et qu'on soit obligé de nous tourner vers des Occidentaux, par exemple, pour des solutions qui regardent même notre souveraineté numérique? Oui, ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que tous les acteurs l'ont dit. Et ce n'est même plus seulement dans le domaine digital. Dans tous les domaines, il faut créer en fait des capacités endogènes pour pouvoir permettre de démultiplier la valeur ajoutée. Donc ça, c'est essentiel aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas essentiel de retourner sur le passé. Mais moi, je prends date. Nous sommes en octobre 2020. Oui. Théoriquement, aucun chantier stratégique numérique ne doit être confié à des sociétés qui ne sont pas sénégalaises. Et si nous n'en avons pas la compétence, qui ne sont pas donc à majorité détenus par des Sénégalais. C'est essentiel, d'autant plus que les pays avec lesquels nous avons la tradition de coopération les plus avancées sont des pays qui ne nous autorisent pas nous-mêmes à vendre du papier à une mairie qui se trouverait en Allemagne, en France ou aux Pays-Bas. Parce qu'ils ont des règles aujourd'hui de passation de marché qui vont faire qu'ils privilégient quelque part des entreprises qui sont issues de leur domaine. La dépense publique, elle est destinée à générer de la croissance et pour cela, il faut qu'elle soit orientée vers le tissu de PME qui existe. Donc, je ne parle pas seulement pour Gaïndé 2000, je parle de façon générale. On a un écosystème digital très dynamique. Donc, il faut faire travailler ces gens-là en matière de sous-traitance et même sur l'œuvre principale. Nous avons les capacités, les compétences. Maintenant, nous ne savons pas fabriquer des serveurs, nous ne savons pas fabriquer des ordinateurs. OK, donc pour cela, il faudra forcément que nous ayons des compétences étrangères. Mais il faut vraiment faire la part des choses. Ce que nous savons faire, nous devons le faire et le maîtriser. Ce que nous ne savons pas faire, nous devons négocier de la meilleure manière pour avoir un transfert de technologie et avoir les meilleures conditions financières. 30 minutes encore avec vous, puisqu'il est 16 heures temps universel GMT. Je précise au public que naturellement, il peut intervenir en direct. Il suffit de lever la main ou d'écrire et puis après c'est autorisé, c'est fait. Avant d'en venir au commerce électronique, les champions nationaux, moi qui échange régulièrement avec vous, et je vous remercie d'ailleurs pour cette disponibilité, vous plaidez régulièrement pour la fabrication de champions nationaux.
au Sénégal, notamment dans le numérique. Est-ce que depuis que vous en faites le plaidoyer, vous avez vu que ça a évolué? Non, vous savez, ça, c'est des plaidoyers permanents, hein, parce que toujours, il y a, comme je dis, quand il n'y a pas de cap, la manière dont les choses évoluent, c'est que les acteurs qui décident pour mettre en œuvre la digitalisation, ben, ils ont affaire à des fournisseurs qui arrivent à les convaincre qu'ils prennent la bonne décision. Et ils prennent une bonne décision par rapport au niveau d'information qu'ils ont. La question, c'est qu'il faut au maximum faire en sorte que les décideurs qui, justement, ont la main sur certaines infrastructures, et que ce soit dans le public comme dans le privé, que ces décideurs soient suffisamment informés. Par exemple, la signature électronique. Aujourd'hui, peut-être que les gens ne savent pas que Gaïndé 2000 est autorité de certification, que nous avons investi et que des gens sont en train d'acheter des certificats à l'étranger qui ne sont pas valables juridiquement au Sénégal, simplement parce qu'ils ignorent que ça existe au Sénégal. Donc, c'est un travail permanent, le plaidoyer. Et je pense qu'on n'en fera jamais assez et qu'on arrivera à un moment où tous les décideurs, publics comme privés, privilégieront l'expertise nationale parce que c'est la seule manière de faire émerger un champion ou des champions et aussi considérer l'échelle africaine, comme je dis, parce que le Sénégal, aujourd'hui, sa base de déploiement, c'est l'UEMOA, c'est la CEDEAO, c'est même la zone continentale de libre-échange. Donc, ce n'est pas le marché étriqué seulement de Dakar et du Sénégal. Oui, le commerce électronique, on y arrive. J'imagine que Gaïndé 2000 ne chôme pas en cette période de coronavirus, même si au Sénégal, on touche du bois. On sort un peu de la période où ailleurs, au moment où ailleurs, en France notamment et dans d'autres pays, on reconfine. Le commerce électronique et le coronavirus, vous, globalement, vous voyez comment on peut, si on articulait les deux? Alors, c'est un formidable accélérateur, hein, comme on le dit. Aujourd'hui, le commerce électronique a été largement servi par la crise de la pandémie Covid. Simplement parce que la contrainte sur la mobilité, parce que les mesures qui ont été prises partout dans le monde, c'est lié à la mobilité, au regroupement et à la gestion de la distance. Et aujourd'hui, sur tous ces leviers, le commerce électronique était une formidable parce qu'on n'était pas contraint. Mais dès qu'on a été contraint, immédiatement, ça s'est imposé. Et vous avez vu que la plupart des startups qui sont dans l'écosystème digital ont explosé leur activité et que le commerce électronique également. Et c'est dans ce cadre-là que la démarche du ministère du Commerce est intéressante. Donc, la démarche qui vise à mettre en œuvre un fast-track de la stratégie nationale de développement du e-commerce au Sénégal et de rendre cela cohérent. C'est pour que ce ne soit pas un désordre. Parce que vous savez que dans la notion de e-commerce, il faut absolument réduire les coûts et pour les réduire, il faut optimiser. Et il faut également instaurer la confiance. Donc, c'est des éléments essentiels. Vous n'achetez sur l'Internet que lorsque vous avez confiance. Paradoxe, dans notre Sénégal, une bonne partie du e-commerce passe par les réseaux sociaux. Ça veut dire est invisible. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire le poids du e-commerce au Sénégal parce que le poids qu'on connaît, c'est le poids des acteurs qui sont sur les plateformes. Mais le poids des acteurs qui sont sur les réseaux sociaux, et vous savez qu'il y en a énormément, des personnes qui commandent, qui sont livrées sur TikTok, qui payent avec un moyen électronique que je ne veux pas citer, tout ce qui existe au Sénégal. Ça, c'est énormément de valeur qu'on ne peut pas mesurer. Donc, il faudrait peut-être mettre en place des métriques qui permettraient de savoir quelle est la taille réelle du commerce électronique au Sénégal. Une chose qui est nécessaire, c'est que ce commerce électronique doit être compatible avec les règles fiscales, légales, protection du consommateur, etc. Il y a un ensemble de choses. Et si ça se fait dans les réseaux sociaux, le consommateur, sans le savoir, il n'est pas protégé parce que ça ne répond à aucune norme. C'est simplement, j'ai vu, l'autre a acheté, je vais acheter. Le produit est frais, il n'est pas frais. Le produit est périmé, il n'est pas périmé. Il est propre à la consommation, il n'est pas. Tout cela va échapper donc aux consommateurs. Donc, il y a un travail pertinent que le ministère a engagé avec cette stratégie de mettre en place le commerce électronique inclusif, donc pour tout le monde, mais également un commerce électronique qui peut être régulé et qui peut être à la faveur du consommateur. Donc, nous travaillons avec le ministère du Commerce. Quand je dis nous, ce n'est pas Gaïndé 2000, c'est que je me suis personnellement engagé dans comment on va dire, c'est l'implication citoyenne pour accompagner le ministère et tous les acteurs concernés
pour mettre en place quelque chose qui peut justement permettre au commerce électronique sénégalais d'être plus fiable, plus sécurisé, moins coûteux et de sorte à ce qu'il puisse exploser et créer des emplois pour les jeunes. Oui, mais on sait que pour que ce commerce électronique soit très moderne, hein, même s'il y a un commerce électronique sénégalais, évidemment, il faut développer les moyens de paiement en ligne. Il faut également, nous en avions parlé, les auditeurs et ceux qui nous regardent peuvent aller sur notre chaîne YouTube et regarder, par exemple, le panel que nous avions dédié à la digitalisation de la poste sénégalaise, avec notamment DHL, la Poste, la RTP et d'autres acteurs, l'ASCOSEN également. Aujourd'hui, en plus du paiement en ligne, en tout cas du paiement digitalisé que l'on doit mettre au point pour accompagner le commerce électronique, il y a le système d'adressage. Est-ce que vous pensez que tous ces préalables-là sont réunis pour que enfin ce commerce électronique explose dans notre pays? Oui, moi, le système d'adressage, je peux le relativiser. Je dis qu'avec aujourd'hui le GPS, chaque personne, en tout cas qui a les moyens d'être connectée, peut donner sa géolocalisation de livraison. Donc, les technologies sont allées plus vite que nos principes structurants, de sorte à ce qu'aujourd'hui, si vous voulez vous faire livrer et que vous êtes dans un quartier où l'adressage est très compliqué, il suffit simplement que vous donniez votre géolocalisation au livreur pour qu'il puisse arriver au point de livraison. Donc, c'est ça aussi, lorsqu'on tarde à mettre en œuvre un cadre structurant, la réalité finit par nous rattraper. Donc, le commerce électronique, en quelque sorte, n'a plus de frein réel. On est vraiment dans l'ère du commerce électronique. Et le risque, c'est justement qu'on ait un commerce électronique à très faible valeur ajoutée nationale. Donc, le grand défi, c'est de faire en sorte que chaque transaction de e-commerce soit une transaction qui génère de la valeur ajoutée qui reste dans le Sénégal majoritairement. Donc, on ne peut pas faire une transaction de commerce électronique en utilisant une devise qui ne soit pas notre devise, en utilisant un transporteur qui ne soit pas notre transporteur, en utilisant un moyen de paiement qui ne soit pas notre moyen de paiement. C'est des choses sur lesquelles il faut travailler, non seulement à l'échelle du Sénégal, mais à l'échelle continentale, avec la zone continentale de libre-échange, parce que nous sommes dans un commerce qui doit générer le maximum de valeur ajoutée locale qui reste dans le territoire où cela a été généré. Donc, ce n'est pas une manière de dire qu'il ne faut pas utiliser des plateformes étrangères, mais c'est une manière de dire qu'il faut absolument calibrer le commerce électronique pour que, quel que soit le type de plateforme qu'on utilise, on soit dans un processus de génération de valeur ajoutée qui va rester endogène. Oui, j'en profite pour remercier tous les partenaires qui nous accompagnent pour ces après-midi de la tech. Naturellement, il y a Gaïne 2000 qui figure en bonne place. Ibrahim Ndiagne, et nous vous en remercions pour ça. L'ADE, TDS, CETIC, GT Technologies, le PTN, que nous allons d'ailleurs recevoir, sauf si l'agenda ne nous joue pas des tours, la semaine prochaine, le mercredi 4 novembre 2020, Inch'Allah, pour un Zoom aujourd'hui sur le PTN. Nous allons peut-être terminer, à moins qu'il y ait des questions du public, sur justement l'offensive occidentale de tous ces géants du numérique, je veux dire du commerce électronique, dont je n'aurai pas besoin de vous donner les noms, Amazon et consorts. Aujourd'hui, l'Afrique doit se positionner comment par rapport à cette offensive de plus en plus menaçante pour nos petits acteurs? Oui, c'est une question très importante parce que c'est une question stratégique et c'est une question qui doit se traiter de façon donc stratégique avec les acteurs concernés. Nous savons que le défi aujourd'hui pour l'Afrique, c'est de ne pas être un continent d'utilisateurs. Si on est un continent d'utilisateurs, ça veut dire que notre milliard de consommateurs dont tout le monde parle, notre jeunesse dont tout le monde parle, nos performances économiques dont tout le monde parle, vont être exportés vers ceux qui vont nous vendre ce que nous utilisons. Donc, la réplique, ce n'est pas de dire on interdit d'utiliser ce qui ne vient pas de chez nous. La réplique, c'est deux choses. C'est de favoriser les champions dont on a parlé pour qu'on ait des plateformes qui peuvent rivaliser avec ce que les autres auront et qu'on investisse sur la culture qui permette aux gens d'avoir une forme de préférence naturelle pour ce qui vient de chez eux, d'avoir le sentiment d'être plus en sécurité. Vous savez, un consommateur, allez, je ne vais pas prendre un pays connu, un consommateur, disons, laiton, la Lettonie, forcément, il aura une propension à utiliser des services qui vont le conforter
dans le fait qu'il est en train d'agir à la faveur de sa nation. Et donc, le problème que la plupart de nos pays africains ont, vous savez, hier, j'écoutais un chef d'État africain dans un média que je ne citerai pas, et pour conforter les chiffres qu'il était en train de donner pour dire que son pays était en très bonne santé économique, il a voulu dire, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui le dit. Donc, pour lui, la valeur de son propos, lorsqu'il fait référence à la Banque mondiale, ça renforce la crédibilité de ce qu'il dit. Et c'est culturel. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il l'a fait de façon réfléchie. Mais voilà le genre de comportement aujourd'hui et de discours que nous devons bannir de la jeunesse africaine. Donc, je pense que c'est ce à qui nous parlons. Il faut cesser de penser que tout ce qui vient de chez nous est forcément inférieur. Il faut avoir cet esprit qui valorise ce qui vient de chez nous. Parce que, comme je dis, quelque chose qui vient de chez nous et qui est imparfait, on l'utilise, on donne plus de valeur que quelque chose qui ne vient pas de chez nous et qui est parfait. Bien sûr, il y a le niveau de satisfaction qu'il va falloir atteindre un jour, mais nous sommes au stade où nous devons avoir une sorte de révolution culturelle en Afrique pour repositionner ce qui vient d'Afrique comme étant quelque chose qui a de la valeur et qui peut servir également utilement tous ceux qui vont l'utiliser. Donc, c'est à deux niveaux, stratégique pour faire éclore des champions et culturel pour que les mentalités évoluent dans le sens d'une forme de préférence ou au moins d'un respect de ce qui vient d'Afrique. Une question avant de redonner la parole au président Abdou Diouf qui la redemande. Est-ce que ça veut dire que c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir le fameux consommé local dont on parle depuis quelque temps au Sénégal? Absolument. Le consommé local, c'est un levier de résilience parce que la crise, en fait, la pandémie Covid nous a démontré que nous étions très vulnérables à ce niveau-là. Donc, c'est un slogan que j'aime bien. Mais c'est un slogan qui est ancien. Je me souviens, lorsque j'étais encore collégien, il y avait encore cette logique de dire, c'était le grand sursaut. Hein. Alors, c'est bien qu'on ait Abdou Diouf ici, parce que c'était le grand sursaut national auquel le président Abdou Diouf, alors qu'il entamait sa présidence, après avoir succédé à Senghor, avait convié tous les Sénégalais. Et je me souviens qu'à la Chambre de commerce, il était organisé une journée où il fallait voir tout l'aspect culinaire avec les céréales que nous avons au niveau local, éviter d'importer le riz et tout ce qui reste. Et donc, c'est quelque chose, je pense, qu'on a toujours voulu faire. Mais cette fois-ci, avec la crise du Covid et les nouvelles générations, nous devons absolument faire basculer les choses. Un pays ne peut pas se nourrir de ce qu'il ne produit pas. Et donc, c'est essentiel que nous ayons cette culture du consommer sénégalais. Ce n'est pas intégral, mais ça doit être quelque chose qui doit toucher à nos esprits à chaque fois que nous sommes dans un acte de consommation. Merci beaucoup. Abdou Diouf? Oui. Je n'ai pas accès au micro. Abdou Diouf, on vous entend très bien. D'accord. J'avais une petite question par rapport à la sécurisation des données utilisateurs. Je sais qu'aujourd'hui, donc, on a une mouvance qui tend vers toute digitalisation. Sachant que pour accompagner cette mouvance-là, il faudrait peut-être des travaux en amont, comme les autres continents l'ont fait. Je veux parler du Cloud Act, par exemple, aux États-Unis, qui permet sur la protection des données des utilisateurs, et en Europe, RGPD aussi. Et j'aimerais savoir, en fait, au niveau Sénégal ou au niveau continental, est-ce qu'on a des Africains, on a des travaux à ce sujet-là, sachant qu'aujourd'hui, donc, il y a beaucoup d'entreprises ou des startups qui naissent au Sénégal qui hébergent des données, certaines données sur Amazon, par exemple, avec AWS sur le cloud, sachant que eux, ils peuvent accéder, par exemple, à toutes ces données-là à n'importe quel moment, par exemple. Nous ne sommes pas les plus forts géopolitiquement, parce que l'Afrique n'a pas une décision qu'elle peut prendre pour impacter la marche du monde. Alors que les États-Unis ont des décisions qu'ils peuvent prendre et qui peuvent impacter la marche du monde. Les Européens, dans une moindre mesure, mais quand même, les Chinois sont très subtils et essaient de gagner en matière de géopolitique sans pour autant déranger l'ordre des choses. Donc, chaque région du monde a sa stratégie. L'Afrique doit avoir la sienne, parce que l'Afrique est le continent jeune et le continent d'avenir, et les gens sont prédisposés à consommer l'Afrique. Et donc, l'Africain lui-même doit être prédisposé à faire en sorte de ne pas être consommé et de participer de façon économique à cette marche du monde-là. Nous n'avons pas la même force, nous ne pouvons pas imposer aujourd'hui aux États-Unis, avec une réglementation quelconque,
les contraindre à changer leur activité économique parce ils auront le levier de nous donner des sanctions qui vont nous mettre à terre. Alors que nous n'avons pas la force de leur imposer des sanctions qui peuvent, même les gêner, je ne dis même pas les mettre à terre, mais les gêner. Donc, c'est stratégique. Il faut construire en silence, de façon stratégique, et faire en sorte qu'on puisse avoir des valeurs ajoutées endogènes et ne pas faire de la souveraineté digitale une question, j'allais dire, où on est dogmatique. Moi, je suis très ouvert sur cette question. Il faut gérer ses intérêts et parfois, ces intérêts, ce n'est pas de dire je veux les donner chez moi. Parce que les données, même si elles sont chez vous, les autres ont l'intelligence technologique pour venir chez vous, prendre vos données et les amener chez eux. C'est ça qu'il faut se dire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas une puissance technologique aujourd'hui de sorte à protéger ce qui est chez nous. Ce qui est chez nous peut être volé et aller transposer ailleurs. Donc, la souveraineté digitale, c'est un argument qu'il faut brandir, mais il ne faut pas en faire une religion au point de refuser des choses qui peuvent nous faire avancer simplement parce qu'on dit que ça doit être des données hébergées chez nous, alors que nous n'avons pas tous les moyens de sécurité pour garantir que ce qui est hébergé chez nous n'est pas par ailleurs volé. Merci. D'autres questions, Abdou Diouf, ou c'est bon? C'est bon, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Abdou Diouf. Alors, un propos de Dada Diagne. Je souhaite que Gaïndé 2000 développe une plateforme qui interconnecte tous les acteurs de l'agriculture en passant par les coopératives des paysans, les importateurs, etc., les fournisseurs et les consommateurs, mais aussi avoir en temps réel la disponibilité des produits, la commercialisation et l'existence des cultures par saison. On va peut-être nous quitter un peu sur la réponse que vous l'avez apportée à Dada Diagne. Oui, ben, je pense que le domaine agricole est un domaine très pertinent aujourd'hui où il y a vous savez, partout où il y a plusieurs acteurs et où il y a des enjeux en fait sur des transactions à valeur ajoutée, il est essentiel de pouvoir bâtir une plateforme. Donc, je me souviens à l'époque du temps où il y avait un secrétariat d'État qui s'occupait de cette question-là avec des coopératives. Nous avions fait une proposition spontanée dans ce sens-là. Et c'est le moment de dire aujourd'hui tout l'espoir que l'écosystème numérique et non numérique attend de cette nouvelle loi sur le partenariat public-privé qui va permettre à des entreprises sénégalaises de faire des offres spontanées sur des paliers en termes de montants qui sont à la portée de ces entreprises-là et qui vont permettre de faire le développement en fait de ce pays-là. Donc, c'est très important le domaine agricole que vous venez de citer. C'est un domaine qui nous intéresse, sur lequel nous avions déjà fait une démarche. Et aujourd'hui, avec la nouvelle loi sur le partenariat public-privé, sans doute que nous pourrons encore aller plus loin dans cette démarche. Et parfois en alliance avec des autres acteurs, parce que nous ne sommes pas un acteur qui intégrons toute la chaîne de la digitalisation. Il y a des choses aujourd'hui comme la géolocalisation, comme d'autres éléments que nous ne savons pas faire et que nous devons faire en mettant d'autres acteurs du digital national dans une forme de consortium pour pouvoir réaliser quelque chose d'utile et d'impactant. Merci, merci beaucoup Ibrahima Nour Edine Diagne. Une toute dernière question. Comment un administrateur général de Gaïndé 2000 gère son temps? Nous avons démarré cet échange en rappelant vos différentes casquettes. Vous arrivez à avoir du temps pour vous-même, pour la famille, comment du temps aussi pour la lecture? J'imagine évidemment que vous lisez énormément. Oui, alors ça c'est mon petit péché, je lis de moins en moins. C'est parce que, comme vous l'avez dit, c'est très difficile de gérer le temps. Je m'organise surtout le soir. C'est le soir que j'organise en fait tous les flux d'informations qu'on reçoit dans la journée parce que avec même cette pandémie, Covid, vous avez vu qu'on a été exposé à énormément d'informations. Oui. Et donc, ma forme d'organisation, c'est de faire un nouveau départ. Donc, pour moi, chaque journée, c'est un nouveau départ. Je m'organise le soir pour pouvoir gérer le reste. Et avec des collaborateurs également qui sont extrêmement disponibles et tout à fait engagés, ça facilite les choses parce que ce n'est pas une démarche, comme je dis, solitaire. Gaïndé 2000, c'est un système, c'est une organisation, c'est des collaborateurs. Et c'est tout cela qui fait qu'on est capable de délivrer ce qu'on attend de nous. Et c'est la même chose des autres organisations. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel, en tout cas, en ma personne. Et j'essaie de contribuer, en tout cas, au mieux à l'évolution de cette entreprise-là et en même temps à l'éclosion du système digital sénégalais, de l'écosystème du moins, ce digital sénégalais. Alors, les mardis du numérique, j'avais promis également de poser une question là-dessus.
Il y a eu une longue pause. La reprise, c'est pour quand? Alors, c'est difficile de parler de reprise. Cette année, nous avons eu à faire qu'un seul événement qui était d'ailleurs international parce que nous avons fait ça à l'échelle continentale. Oui, en français et en anglais. Voilà, en français et en anglais. Le retour des mardis du numérique, vous savez, je pense que nous étions sur la planification de Ziguinchor lorsque la crise est venue. Et donc, c'est difficile vraiment de dire dans quel contexte. Parce qu'à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on le fait en digital ou pas? Vraiment, on est dans un questionnement. Mais on sait que 2020, on ne programmera pas de session de mardi du numérique. D'autant plus qu'il y a un grand forum numérique d'ailleurs qui permettra sans doute d'aborder toutes les questions de façon transversale. Le 26 et 27 novembre. Novembre, voilà, qui est organisé par l'État du Sénégal. Donc, sur 2021, Inch'Allah, nous verrons quelle est la meilleure formule. Est-ce qu'on sera capable de refaire du présentiel, ce qui est la meilleure chose parce que c'est des interactions assez utiles, ou est-ce qu'on va carrément basculer sur de l'hybride? Mais ce n'est pas très simple d'organiser l'hybride. Le plus simple, c'est le full digital ou le full présentiel. Mais hybride, bon, ça commence à être à la mode, mais je pense que ce n'est pas très facile. Merci. J'invite d'ailleurs tous ceux qui nous suivent à regarder le site mardinumérique.org, mardi évidemment sans S, numérique sans S, mardinumérique.org, où on a l'ensemble des réflexions qui ont été faites, les condensés. Ça permet bien sûr de se rattraper pour ceux qui ne suivaient pas régulièrement. Il y en a eu 12, hein, il faut dire qu'il y en a eu 12. Et oui, il y en a eu 12. Et une édition spéciale. Également votre disponibilité à avoir été le modérateur pratiquement des 12 éditions. Merci. Et ça a beaucoup apporté à l'écosystème numérique, je pense. J'espère bien, Ibrahima Edine Diagne. Merci infiniment. Ça a été un immense honneur de vous avoir comme invité spécial des après-midi de la tech. Parce que l'idée, comme nous l'avons dit au départ, en plus d'ouvrir les panels à tout le monde, je veux dire des panels au sens premier du terme avec plusieurs acteurs, c'est important parfois de faire le zoom, le focus sur un acteur et à travers son parcours, voir un peu ce qui change au Sénégal, les défis. Ça a été votre cas. Je vous remercie infiniment, d'autant plus qu'avec vos nombreuses casquettes, vous avez quand même sans hésiter accepté de nous rejoindre sur ces panels. Merci pour avoir répondu à l'invitation. Merci pour le soutien également aux après-midi de la tech. Je remercie également mon infographe Babacar Diène, qui est basé au Mali, mais qui arrive à nous faire ces infographiques, vous voyez, les annonces, les différentes annonces des après-midi de la tech. Et naturellement, il fait partie de nos partenaires, Gaïné 2000, TDS, CETIC, GT Technologies, le parc des technologies numériques de Diamniadio. Il sera, si tout va bien, ou il sera au cœur du panel de mercredi prochain. Nous serons, Inch'Allah, le 4 novembre. Merci infiniment, Ibrahima. Je précise que ce panel fera l'objet de replay un peu plus tard dans la soirée. Vous allez pouvoir à volonté partager le lien et regarder un peu ce qui a été dit et fait avec l'administrateur général de Gaïné 2000. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup Ousmane et félicitations pour l'initiative parce que vous êtes adapté au contexte et vous avez également apporté énormément d'interactions avec l'écosystème. Donc c'est moi qui vous remercie et qui salue et remercie l'ensemble de vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci à ceux qui nous suivent sur Facebook et à ceux également qui nous font remonter leurs nombreuses réactions globalement à travers nos plateformes digitales. D'ailleurs, un blog est créé à cet effet pour réunir, condenser toute l'information en lien avec ce que j'essaie de faire modestement sur Internet dans le dessein de promouvoir de plus en plus le digital dans notre pays. Nous aurons sûrement à vous montrer ce blog la semaine prochaine, Inch'Allah, où nous allons le lancer officiellement. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à très bientôt.